Quand la protection arrive de loin, sauve-t-elle vraiment ou cherche-t-elle à tout contrôler? Une simple fuite, quelques mots glissés dans les colonnes du New York Times, et brusquement, la planète s'arrête. Il se murmure que Washington aurait élaboré non pas un, mais bien 3 scénarios d'intervention militaire au Nigeria. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre, de la salle de rédaction la plus modeste d'Abuja jusqu'au couloir hermétique du Pentagone. 3 manières distinctes de pénétrer un pays, 3 versions d'une même promesse. Officiellement, il s'agit de protéger les civils. Mais dans les rues de Lagos ou de Kano, la foule ne scande qu'un mot d'ordre. Non aux soldats venus de la mer. La tension monte d'heure en heure. Pour beaucoup de Nigérians, l'aide extérieure n'arrive jamais à temps. Ou pire, elle s'impose, s'incruste et finit par coûter plus cher que le mal qu'elle prétend guérir. Cette défiance n'est pas nouvelle. Depuis l'époque de la décolonisation, les populations africaines ont appris à reconnaître les promesses creuses et les interventions intéressées. La question brûlante hante chaque annonce, chaque réunion d'urgence. Quand l'Amérique promet de sauver, qui protège-t-elle vraiment? Les populations ou ses propres intérêts? Ce qui se joue ici dépasse le simple cadre militaire. C'est la souveraineté du Nigeria qui vacille. À chaque intervention étrangère, l'Afrique voit son histoire menacée de se répéter. Des décisions prises ailleurs, des conséquences supportées ici. Il suffit de regarder en arrière, vers le Congo des années 60, où l'intervention de l'ONU, bien que motivée par la paix, a plongé le pays dans une instabilité prolongée. Ou encore vers la Côte d'Ivoire, où la crise post-électorale a été réglée sous la pression militaire étrangère, laissant des blessures ouvertes dans la société. Pour des millions de civils, ce sont des vies, des terres et surtout le droit de choisir leur avenir qui risque de s'envoler. Mais avant de comprendre pourquoi la rue gronde au Nigeria, il faut s'aventurer au nord du pays. Loin des regards, là où tout a commencé, entre promesses, angoisses et une guerre sans visage. Dans le nord du Nigeria, une réalité trouble échappe à la lumière des médias. C'est là que se dessinent les contours du vrai dilemme. Vu du ciel, le nord du Nigeria semble paisible. Des plaines ocres, des villages alignés comme des perles sur un fil, des routes sinueuses. Pourtant, sur la terre rouge, chaque matin débute dans la crainte d'un nouvel orage. Ici, l'équilibre fragile entre l'espoir et la peur se négocie à chaque instant, loin des regards étrangers. Depuis près de 15 ans, la région est devenue un théâtre d'ombre. Boko Haram, groupes armés et milices rivales tissent un réseau de menaces qui s'étend sur des centaines de villages. Les attaques ne portent jamais le même visage. Parfois, un marché renaît, au lever du jour, pour être détruit avant la tombée de la nuit. Les survivants ne reconstruisent donc pas seulement des maisons, mais aussi la confiance et la volonté de rester. À Damasak, par exemple, une ville entièrement vidée de ses habitants en 2015, la population n'a retrouvé le chemin du retour que sous escorte militaire, toujours sur le qui-vive. Au centre de ce tumulte, l'armée nigériane tente de tenir la ligne, mais elle se retrouve souvent acculée, prise entre les tirs croisés des factions et les promesses d'aide venues de l'étranger. La coopération avec des forces occidentales, censées rassurer, nourrit la suspicion. Le Nigeria peut-il vraiment protéger ses enfants sans recourir à l'appui extérieur? À chaque village incendié, la tension grimpe sur la scène internationale. Les appels à l'action se multiplient, alors que les grandes puissances observent, prêtes à intervenir. Depuis la perte du Niger, le commandement AFRICOM, basé aux États-Unis, considère désormais le Nigeria comme la pièce centrale de sa stratégie en Afrique de l'Ouest. La question n'est plus seulement celle de la sécurité immédiate. Elle touche à l'avenir même du Nigeria, à sa capacité de choisir sa voie sans que d'autres nations dictent les règles du jeu. L'histoire récente du pays se lit à travers les interventions étrangères. Chaque promesse d'aide ressemble à une pièce lancée en l'air, dont le résultat pourrait coûter la souveraineté. Fermer les yeux sur ce contexte, c'est risquer de répéter les erreurs du passé, celles qui privent un peuple de son droit le plus fondamental, décider de son propre destin. Mais sur le terrain, l'urgence ne laisse pas le temps au grand débat. Pour ceux qui vivent dans la peur, chaque choix devient une question de vie ou de mort. Il suffit de se rappeler l'attaque de Baga en 2015, où des milliers de personnes ont fui vers le lac Tchad, abandonnant tout derrière eux, espérant une protection qui n'était jamais venue. 3 chemins, un seul véritable enjeu, qui contrôle l'avenir du Nigeria? Ce soir, à Abuja, Lagos, Maiduguri, la question consume les conversations. Le débat qui fait rage dépasse la simple sécurité. C'est la souveraineté d'un peuple qui se retrouve sur la table de négociation d'une puissance étrangère. Première option, l'intervention massive. Le plan américain prévoit un déploiement impressionnant.
Des porte-avions longeraient le golfe de Guinée, des bombardiers frapperaient à des milliers de kilomètres, guidés par le seul renseignement américain. Aucun partage de commandement, aucune voix nigériane. Pour Washington, la maîtrise totale, pour les Nigérians, la sensation de voir leur pays réduit à un échiquier. Pour saisir l'ampleur d'une telle option, souvenons-nous de l'intervention américaine en Irak en 2003. Des chars dans les rues, des avions dans le ciel, mais aussi des destructions massives et une société fracturée. Le Nigeria, pays de plus de 200 millions d'habitants, verrait ses grandes villes transformées en cibles stratégiques, ses populations déplacées par centaines de milliers. Les dégâts collatéraux, inévitables dans ce genre d'opération, ne sont jamais annoncés dans les communiqués, mais se lisent dans les regards perdus des réfugiés. Deuxième option, l'intervention discrète. Ici, l'ombre prime. Des drones invisibles patrouilleraient le nord du Nigeria, repérant chaque mouvement, ciblant les chefs de faction, frappant sans préavis. Une guerre propre sur le papier, létale dans la réalité. Personne ne la revendique, tous la subissent. En Somalie, ce type d'intervention a laissé des traces profondes. Les frappes de drones, conçues pour éliminer les chefs terroristes, ont parfois touché des civils, détruit des infrastructures vitales et généré une peur sourde dans la population. Au Nigeria, l'expérience récente des villages autour de Maiduguri, où des frappes ciblées ont manqué leur cible, rappelle que la technologie ne remplace pas l'intelligence humaine ni la connaissance du terrain. Les familles y vivent alors sous une menace constante, sans savoir d'où viendra le prochain coup. Troisième option, l'intervention légère. Conseillers, formateurs, partage de renseignements. Déjà expérimentée en Afrique de l'Ouest, cette méthode a transformé l'aide du Mali en dépendance. Les promesses d'appui se sont muées en frustration, puis en colère à mesure que la reconstruction tant promise se faisait attendre. Au Burkina Faso, l'assistance militaire étrangère n'a pas empêché la progression des groupes armés ni la montée de l'insécurité alimentaire. Dans chaque scénario, un point aveugle demeure: l'après. La reconstruction, la réhabilitation, l'accompagnement des populations, tout cela s'efface derrière l'urgence militaire. Plus de 200 millions de Nigérians oscillent entre la peur du terrorisme et l'angoisse d'une occupation déguisée. Les fantômes du passé planent. La Libye, où l'intervention américaine a laissé un vide, le Mali, où l'aide étrangère a érodé l'État, la Somalie, où la guerre contre le terrorisme s'est éternisée. Autant d'exemples où la promesse de sécurité a coûté cher à ceux qui vivaient sur place. À titre d'exemple, la Libye de 2011 fut présentée comme une action humanitaire pour protéger les civils. Mais la chute de Kadhafi a ouvert la voie à une guerre civile interminable, à la prolifération des armes et à la naissance de nouveaux groupes terroristes qui déstabilisent aujourd'hui tout le Sahel, du Niger au Burkina Faso. L'enjeu n'est donc pas seulement militaire, il touche à la survie d'un équilibre fragile, à la mémoire d'une nation forgée dans la douleur du colonialisme. Accepter une intervention, c'est risquer de céder encore un pan de souveraineté, d'oublier que la dignité ne se négocie pas, même face à la peur. Pour certains, la tentation de l'intervention s'explique par la peur du chaos. Mais l'expérience montre que la stabilité imposée de l'extérieur ne dure jamais. Au Vietnam, dans les années 70, la puissance militaire américaine n'a pas suffi à imposer une paix durable. Des dizaines de milliers de vies perdues, un pays divisé et au final une issue dictée par la volonté du peuple vietnamien. Tandis que la tension grimpe dans les salles de crise de Washington, c'est le quotidien des familles nigérianes qui vacille. Car chaque drone, chaque soldat étranger, chaque décision prise au loin bouleverse leur vie, leur histoire, leur futur. Mais dans l'ombre des choix stratégiques, une autre question émerge. Qui aura le courage de rompre ce cycle d'ingérence ? Car au-delà des armes et des alliances, c'est la voix du peuple nigérian qui risque d'être étouffée. La paix n'a jamais été sans contrepartie. Qui en tire vraiment profit ? Cette question traverse les rues de Lagos, d'Abuja et du delta du Niger, portée par une méfiance palpable. L'annonce possible du retour de bases étrangères n'a pas déclenché d'espoir, mais réveillé une colère sourde et une ironie amère. Des foules défilent, des pancartes improvisées à la main. Les slogans résonnent, plus jamais de soldats venus de la mer. Notre dignité, pas leur sécurité. Certains manifestants, épuisés mais inébranlables, chuchotent. La protection venue d'ailleurs arrive toujours trop tard ou dure toujours trop longtemps. Les souvenirs des interventions passées pèsent lourd. Joseph, vendeur à canot, se rappelle le chaos après les frappes de 2011. Routes coupées, nuits d'angoisse. Halima, étudiante à Maïduguri, raconte la fuite de sa famille, non seulement à cause des groupes armés, mais aussi des bombes tombant sans préavis. Pour un officier retraité,
La réinstallation des bases américaines annonce plus de surveillance, jamais plus de sécurité. Chacun porte le fardeau d'une histoire écrite par d'autres. Dans les marchés, le prix du carburant explose. Depuis l'annonce, chaque litre vaut presque le double. Les fils s'allongent, les traits se durcissent. Les chauffeurs protestent, mais c'est la défiance qui domine. On murmure que ce n'est qu'un début. Très bientôt, la vie sera hors de prix pour ceux qui l'ont toujours payé au prix fort. Derrière les chiffres, une peur sourde gagne du terrain. Peur de voir les investisseurs fuir, l'emploi se tarir. Déjà, des banquiers craignent une hémorragie de capitaux. À Makoko, les pêcheurs disent qu'il sera bientôt plus facile d'apercevoir un drone qu'un client pour leurs poissons. Ce n'est pas seulement le marché du pétrole qui vacille, mais la foi dans l'avenir tout entier. Les jeunes n'oublient rien. Ils se souviennent des récits parentaux sur le colonialisme, sur cette liberté toujours conditionnelle. Pour eux, accepter l'intervention, c'est renoncer encore à décider. Les anciens préviennent « Nous avons survécu à l'Empire. Ne laissons pas notre dignité devenir l'otage d'alliances temporaires. » Qu'elle soit massive ou discrète, cette intervention agit comme un miroir moral. Les puissances étrangères veulent s'y voir en sauveurs, mais les Nigérians mesurent en le prix réel, la capacité de choisir leur avenir, la confiance dans leur État et même la paix la plus élémentaire. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement des vies ou de l'argent, mais le droit de se regarder en face et de dire « c'est nous qui avons choisi ». Mais dans les couloirs du pouvoir, les discussions prennent une tournure encore plus pressante. Le choix final approche et chaque camp sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Dire non ne signifie pas refuser toute aide. C'est réclamer le droit fondamental de tracer ses propres frontières. Aujourd'hui, un souffle nouveau parcourt le continent africain. Une jeunesse impatiente, lassée des promesses importées, se lève partout. Elle réclame haut et fort l'autodétermination, refusant que l'Afrique demeure simple décor des interventions extérieures. Leur message est limpide. L'Afrique veut écrire son histoire, non la subir. Cette méfiance envers l'ingérence occidentale dépasse la simple politique. Elle touche à la dignité, à la volonté d'exister pour soi-même. Dire non, c'est rejeter le statut de pion dans la stratégie d'autrui. C'est proclamer que la stabilité ne se décide pas loin des peuples concernés, dans des salles fermées, mais à la lumière de leur réalité. Mais un nouvel acteur s'est installé dans le débat, la Chine. Alors que les Occidentaux promettent la paix par la force, Pékin propose la paix par les routes, les ponts, les ports. Une formule circule à Lagos, à Abuja. Les uns bâtissent, les autres détruisent. Prenons l'exemple du chemin de fer Lagos-Kano, construit grâce à des financements chinois. Pour beaucoup de Nigérians, ce projet symbolise une coopération tournée vers l'avenir, bien loin de la logique d'occupation militaire. Mais certains s'inquiètent. La dépendance économique n'est-elle qu'une autre forme de tutelle ? La question demeure, à qui profite vraiment la coopération internationale ? Ce doute s'installe dans les universités, sur les places publiques, au cœur des discussions familiales. Les intellectuels africains débattent, oscillant entre la nécessité de stabilité et la crainte du silence imposé. Faut-il accepter l'aide si elle impose la paix du tombeau, si elle étouffe la contestation ? Certains rappellent que la dignité commence par le droit de dire non, même face aux puissants. De l'autre côté de l'Atlantique, l'opinion américaine se fracture. Pour certains, la sécurité justifie tout. Pour d'autres, la conscience impose le respect de la souveraineté. Ce dilemme divise les couloirs du pouvoir, jusque dans les familles des soldats, qui savent que chaque intervention a un prix humain, invisible sur les cartes. La paix doit être redéfinie, non comme l'absence de guerre, mais comme la souveraineté retrouvée, le courage de choisir, la justice rendue au peuple. Refuser l'ingérence, ce n'est pas fuir le monde, c'est réclamer le respect essentiel. Si cette leçon reste ignorée, l'Afrique restera prisonnière du cycle de la dépendance et des interventions sans fin. Seule une voix collective, forte et déterminée, pourra briser ce cercle et ouvrir la voie à de véritables alternatives africaines. Mais comment sortir de cette spirale ? Plusieurs pistes émergent au sein de la société civile nigériane et africaine. Premièrement, renforcer les institutions nationales pour réduire la dépendance à l'aide extérieure. Par exemple, investir dans la formation d'une armée professionnelle capable de répondre aux menaces internes sans recourir systématiquement à l'assistance étrangère. Deuxièmement, promouvoir des solutions régionales. L'Union africaine a tenté, à travers la Force africaine en attente, de créer une capacité d'intervention rapide propre au continent. Certes, les moyens manquent encore, mais l'ambition d'une sécurité par et pour les Africains gagne du terrain. Troisièmement, soutenir l'engagement citoyen.
À travers les réseaux sociaux, les ONG, les associations de jeunes, la pression populaire peut contraindre les dirigeants à rendre des comptes et à privilégier la souveraineté nationale sur les intérêts privés ou étrangers. La tension monte. À Washington, les décideurs affrontent la pression du temps et des alliances. Chaque choix comporte un risque. Chaque hésitation peut devenir une faute historique. Si la souveraineté a un prix, qui doit l'assumer? Cette question, en apparence simple, révèle toute sa gravité lorsque l'avenir d'un peuple bascule entre des mains étrangères ou les siennes. Chaque intervention promise se pare de nobles intentions. Mais pour le Nigeria, ce mot rime trop souvent avec délai, erreur et sacrifices imposés. L'ingérence ne livre jamais que la protection annoncée. Elle emporte aussi la capacité de choisir, d'agir, de rêver selon ses propres termes. Sur le papier, l'intervention américaine promet stabilité, sécurité, humanité. Mais sur le bitume de Lagos, dans la poussière de canaux, la réalité tranche. La protection extérieure cache toujours un coût. Ce prix, nul ne le murmure. Il ne se compte pas seulement en vies perdues, ni en milliards dispersés. Il se mesure à l'usure de la dignité, à l'effacement des voix locales, à la lente disparition du droit à l'erreur et à l'espoir. L'aide étrangère, ce n'est pas seulement refuser des soldats ou des drones, c'est poser une limite. Le sort de dizaines de millions de Nigérians ne se décide pas dans un bureau anonyme à des milliers de kilomètres. C'est réclamer le droit de choisir sa route, de se tromper, de se relever, sans tutelle invisible. Dire non, c'est accepter le poids de l'incertitude, c'est risquer l'échec, mais c'est préserver ce que l'ingérence ne rend jamais. L'autodétermination, la dignité, la possibilité de reconstruire sur ses propres ruines. Ce refus n'est pas naïveté. C'est un acte de maturité, la preuve qu'une nation sait défendre plus que sa survie, son droit à l'erreur, à l'espoir, à la voix. La souveraineté n'est pas un caprice, elle est vitale. Alors la vraie question demeure. De quel côté pencher? Entre la peur qui invite la protection extérieure et le courage de défendre une voix citoyenne, même fragile, même contestée. Car chaque ingérence, aussi bien intentionnée soit-elle, trace une frontière invisible entre ceux qui décident et ceux qui subissent. Le prix de la souveraineté, c'est parfois devoir tout risquer pour ne rien abandonner de soi. Ce débat ne se limite pas à Abuja ou Washington. Il traverse nos vies, nos choix citoyens. Derrière l'avenir du Nigeria, c'est la valeur de la parole populaire qui vacille. Sommes-nous prêts, à notre tour, à défendre notre capacité à choisir, même quand la peur et les promesses faciles brouillant les repères? Peut-être que le vrai courage, aujourd'hui, consiste à écouter le tumulte de la rue nigériane, à entendre la leçon de l'histoire, et à se rappeler qu'aucune sécurité imposée n'est durable si elle coûte la liberté. Peut-être que la seule protection qui vaille est celle que l'on choisit soi-même, ensemble. C'est là, au cœur de cette interrogation, que se joue non seulement le sort du Nigeria, mais celui de toute l'Afrique et au-delà, notre conception universelle de la dignité humaine.